Chers amis, jeunes ou aînés, hommes, femmes, chômeurs, travailleurs, isolés, séparés ou en famille, nous sommes tous les enfants d'une crise. Une crise historique. Comme peu d'autres auparavant, notre génération a non seulement la tâche immense, mais aussi la chance de construire un monde nouveau. Alors ne tournons pas autour du pot. Certains implorent la relance de la consommation pour que finalement la machine reparte un peu comme avant. C'est tout simplement délirant. Il faut arrêter de balader les gens. Le modèle matérialiste actuel, il est à bout de souffle. Ne rien changer, attendre que ça reparte comme avant, ce n'est plus possible. Le malin génie, la poudre de perlimpinpin, laissons ça aux doux rêveurs et aux spéculateurs. Vous en voulez-vous? Encore vous de cette spirale infernale du surendettement privé et public? Finalement de ce modèle ultra-consumériste qui nous fait péter des bulles financières à la figure? Non. Vous n'en voulez plus. Et nous non plus. Nous ne pouvons plus vivre au-dessus de nos moyens. Au-dessus de nos moyens budgétaires, humains, ou de nos ressources naturelles. Nous ne pouvons plus continuer comme ça à vivre à crédit. Nos enfants et nos petits-enfants méritent d'autres héritages que des reconnaissances de dette. La crise du crédit est d'ailleurs, pour moi, le signe d'une hypocrisie sans nom. Qui s'endette pour acheter quoi et à qui? Productivisme et consumérisme vont de pair, comme le libéralisme et le socialisme. Je ne veux plus de cette représentation matérialiste du bonheur. Je ne veux plus de cette représentation matérialiste du bonheur. Je consomme, je possède, donc je suis. Ce n'est pas le bonheur si je veux, c'est du bonheur à crédit. Un bonheur qui finalement n'a plus le goût des autres. Sans complaisance, regardons aussi la situation de notre pays. La Belgique a mal à la tête en permanence. Il y a de quoi parfois avoir la migraine. Entre populisme et austérité, entre nationalisme et individualisme, notre pays se cherche difficilement un chemin. Que de temps et d'énergie consacrés à cette nouvelle réforme de l'État. Quel pays d'Europe, dites-le moi, peut encore se payer le luxe de passer tant de temps à des réformes communautaires? Alors ces réformes sont engagées, elles doivent être évidemment menées à bien et à terme, et très rapidement surtout. Mais de grâce, s'il vous plaît, concentrons-nous sur les vrais enjeux. L'emploi, l'éducation, la santé, le logement. Voilà des priorités absolues pour l'ensemble des différents endroits de notre pays, quels qu'ils soient, au niveau communal, provincial, régional ou fédéral. Et l'Europe là-dedans? L'Europe, elle est à la ramasse, à milieu encore de cette Europe fédérale forte, à laquelle nous aspirons tous. Les plus jeunes d'entre nous ne connaissent que l'écho d'une Europe technocratique, une Europe des directives, des règlements. Est-ce là le projet que nous voulons leur offrir? Non. L'Europe du bâton budgétaire, des normes et des contraintes doit céder la place au projet d'une Europe humaine, porteuse d'espoir et de sens. Chers amis, pour vous donner une idée, juste une idée, de la répartition des richesses dans le monde, j'ai demandé aux éclairagistes de mettre en lumière 2% d'entre vous. 2%. Car 2% de la population mondiale détient 50% des richesses planétaires. Les autres, ils restent dans l'ombre, comme 98% de l'humanité. Désolé pour vous. Quel sens, mesdames, messieurs, donnons-nous au mot partage?
quand on voit que certains gagnent 400 fois plus que d'autres. 230 milliards d'euros, c'est ce que les Belges ont épargné. Et pourtant, tant de petites et moyennes entreprises et d'entrepreneurs voient les banques qui gèrent cet énorme capital refuser de financer des projets créateurs d'emplois. Un Belge sur 4, c'est terrible, un Belge sur 4 se sent seul, voire très seul. 89 000 pages de réglementation serrée ont été publiées au Miniteur pour la seule année 2012. Alors c'est vrai que ce chiffre peut paraître anecdotique, mais pour moi il est le symbole d'une complexité sans nom. Une complexité qui vire à l'opacité, et donc, pour moi, au déni de démocratie. La surréglementation de la vie en société est aussi le signe évident de cette crise de confiance qui mine nos relations humaines. Chez les 15-24 ans, un jeune sur 3 est en détresse psychologique. Un jeune sur 3. Et il y a chaque année, dans notre pays, 20 000 tentatives de suicide et 2 000 décès. Tout cela, et j'en passe, le PIB, le fameux PIB, le produit intérieur brut, la richesse produite en un an par un pays, ne le dit absolument pas. Ce monde-là, mesdames, messieurs, chers amis, tourne à rebours de l'humanité. Persister dans cette voie, c'est porter une très, très lourde responsabilité. Alors il y a urgence. Il y a urgence et avec vous, avec votre enthousiasme, votre volonté, vos idées, votre créativité, je veux proposer un nouveau cap. Chers amis, cette nouvelle voie, c'est le développement humain. Le développement humain, c'est l'homme. L'homme qui tend la main. L'homme qui tend la main, et ce sont aussi des femmes et les hommes qui prennent leur destin en main dans toutes les dimensions de la vie sociale, la vie créative, intellectuelle et spirituelle. C'est aussi l'homme qui voit loin, pour lui-même, mais aussi et surtout pour les autres. Le développement humain, c'est rendre aux femmes. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé lors du pré-congrès, et merci aux femmes pour leur engagement dans le parti, pour qu'elles donnent effectivement, il y a encore un combat important, mené par Joël et par d'autres, par Céline, pour leur donner la place. Et j'ai admiré, je dois vous le dire, merci, leur combativité lors de ce pré-congrès, pour faire évoluer effectivement toute une série de positions dans le parti. Merci à elles. Mais rendons aux femmes et aux hommes la place qui leur revient. L'être humain, mesdames, messieurs, ce n'est pas une machine folle ou une particule qui serait fondue comme ça dans un espèce de système. Livrer l'homme à lui-même ou l'abandonner à l'État, ce ne sont pas des options. C'est juste une question de dignité humaine. L'homme n'a vocation ni à la solitude, ni à la dépendance. Notre ambition est d'ouvrir une nouvelle voie pour permettre à chaque être humain de construire du bonheur. Le développement humain, c'est un projet qui libère toutes les créativités, et dans tous les domaines, économiques, culturels, sociaux. Le développement humain, ben c'est tout simplement, à mes yeux, et j'en suis persuadé au vôtre aussi, l'humanité en marche. Pour répondre aux différents défis démographiques, mais aussi sociaux, éducatifs et économiques, alors nous avons besoin de croissance, bien sûr. Mais pour nous, à nos yeux, la véritable croissance, c'est la croissance de la qualité de vie. Au fameux PIB dont je vous parlais tout à l'heure, nous préférons un indicateur de développement humain. Alors cet indicateur, il doit parfaitement refléter le bien-être, l'éducation, la santé, les liens sociaux, la qualité de l'environnement,
et surtout l'épanouissement personnel et collectif. Alors oui, osons cette audace. Changeons le prisme de la pensée et de l'engagement politique. Le développement humain, il donne du sens à l'action politique. Et je vous fais une confidence, dans ce monde un peu bousculé, c'est le moins qu'on puisse dire, et je m'adresse ici aux parlementaires, aux ministres, aux mandataires, aux bourgmestres, aux échevins, aux conseillers communaux, aux présidents de CPS, à tous ceux qui ont des responsabilités dans le parti ou qui vont en prendre dans les prochaines années. C'est ça l'essentiel. Et il faut revenir à l'essentiel. Donnons du sens à notre action politique, donnons du sens à ce que nous faisons chaque jour. Expliquons de façon pédagogique pourquoi et comment nous posons des choix, avec quel type d'indicateurs. Traçons des voies, ouvrons effectivement des perspectives à chacune et à chacun. Ça, c'est notre profonde conviction, c'est le sens de notre engagement humain et politique chaque jour au bénéfice de la société. Le développement humain, c'est une invitation évidemment que je lance à tout le monde. Le développement humain, c'est notre nouveau modèle. Alors bien sûr qu'il demande aussi du changement, qu'il implique aussi des réformes radicales. En effet, engager le développement humain, c'est mobiliser toutes nos énergies, et nous n'en manquons pas, dans 3 grandes directions. Alors la première direction, c'est investir à la base de l'éducation, c'est pour ça qu'un enfant pleure gentiment quand j'en parle. C'est commencer à la racine, dans un congrès ou ailleurs. C'est l'éducation, c'est la famille pour moi, c'est l'émancipation, c'est la libération de la créativité et du talent. De la naissance à l'âge adulte, chaque enfant doit être stimulé, encouragé, soutenu à donner le meilleur de lui-même. Le développement humain, c'est finalement l'apprentissage de la responsabilité, celle de se prendre en main, d'être des femmes et des hommes debout. Apprendre, oui bien sûr, mais réfléchir surtout. C'est offrir les instruments aux jeunes pour qu'ils puissent se découvrir. Alors cassons, brisons le déterminisme social, stimulons le volontarisme pour débusquer et faire éclore les talents. C'est là la mission impérieuse et fondamentale de l'école. Alors ce projet, pour moi, il est tout à fait possible. Il y a plein d'exemples sur le terrain qui le démontrent ô combien. Je vais vous prendre un exemple qui me tient à cœur. Je connais dans ma région une école technique professionnelle qui a pu multiplier toute une série d'initiatives pour personnaliser le parcours des élèves. Je puis vous dire que dans cette école, il y a toute une série d'ingrédients qui font la recette finalement du sens des valeurs de l'éducation dans cette école. Un directeur motivé, passionné, des enseignants qui ont cultivé au fil du temps un état d'esprit dans l'école, une envie d'entreprendre, qui sont connectés aussi pleinement au monde de l'entreprise, les entreprises de la région, qui sont présentes à l'intérieur effectivement de cette école, et qui permettent finalement, c'est très important, aux jeunes, garçons, filles, de pouvoir sortir avec un métier dans les mains. Mais au-delà du métier, au-delà de l'emploi, c'est bien plus que cela, de sortir de cette école avec des valeurs, de respect, de générosité, de responsabilité. Et ils peuvent, comme cela, pleinement s'inscrire dans la société et apporter leurs talents qui sont immenses. Eh bien, ce sont des écoles comme ça qu'il faut pouvoir demain continuer à faire fleurir partout dans notre région. C'est important demain que des écoles de la deuxième chance puissent émerger, puissent donner effectivement la possibilité aux uns et aux autres d'apporter leurs talents qui sont parfois trop longtemps restés enfouis et cachés. Développement humain, et ça c'est la deuxième direction, c'est un acte et c'est fondamental. Dans le monde dans lequel on vit, c'est un acte pour reconstruire la confiance. Celle qui donne l'envie de faire des projets, qui donne envie de donner à ces talents dont je viens de parler, de leur donner mais finalement de quoi s'épanouir. Aujourd'hui, la fiscalité pèse plus, beaucoup plus, sur les activités qui contribuent au bien-être collectif, le travail en particulier. Par contre, elle épargne les activités qui lui sont nuisibles, comme les activités polluantes ou spéculatives. Ce cercle vicieux, nous devons le briser. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, travailleurs et allocataires sociaux,
tout le monde se sent tout simplement floué. Ce climat de défiance, il est insupportable, stigmatisant et tout simplement paralysant. Alors notre combat, un nouveau pacte fiscal qui valorise le travail, qui simplifie le système, qui le rend praticable et compréhensible par tous. Notre fiscalité, elle doit être tout simplement en cohérence avec nos objectifs politiques. Alors, non à la rage taxatoire des uns et non à la complaisance des autres à l'égard de la spéculation. Des entreprises qui bénéficient d'immenses avantages fiscaux alors qu'elles jettent des travailleurs à la rue, c'est une honte, mesdames et messieurs. Alors que dans le même temps, des PME créent de la valeur humaine, mais elles n'ont pas les moyens de se payer des super consultants en fiscalité. Elles ne connaissent pas le labyrinthe incroyable qu'il faut pouvoir rejoindre pour pouvoir bénéficier d'une économie fiscale. Aujourd'hui, il existe une quarantaine de niches fiscales, issues de longues années occupées par une formation politique dans ce domaine. Notre proposition, simplifions le dispositif. Abaissons le taux d'imposition en le fixant à 25%, c'est la moyenne européenne contre 33,99% actuellement. Voilà un signal fort que nous voulons envoyer à toutes celles et tous ceux qui entreprennent, qui apportent de la valeur ajoutée, qui donnent du sens à leur travail et apportent du travail. La troisième direction, c'est la fraternité. La fraternité, le respect, le goût, le plaisir de vivre ensemble et de pouvoir le partager. Ça m'a un peu fait rire. Il y a une étude qui a été réalisée il y a peu de temps qui a démontré que l'altruisme, le bénévolat, l'ouverture aux autres réduisent le risque d'infarctus. Alors franchement, entre nous, est-ce qu'il fallait une telle étude pour arriver à cette conclusion? Ah oui, c'est une évidence que prendre du temps pour les autres, c'est bon pour le cœur. Vous allez vivre longtemps, vous verrez. Le développement humain, ben, c'est une sécurité sociale qui relève, mais qui encourage aussi la participation. C'est pouvoir finalement compter sur le soutien de tous pour donner le meilleur de soi et pour participer pleinement à un beau projet commun. Nous devons, plus que jamais, et il y a beaucoup de représentants dans cette salle, et je leur dis du fond du cœur, nous devons plus que jamais vous soutenir, soutenir les volontaires, soutenir le monde associatif, notamment par une charte qui valorise leur rôle irremplaçable. Ces femmes et ces hommes qui donnent de leur temps aux autres, qui apportent, qui apaisent, qui sécurisent, qui responsabilisent, ils unissent les maillons de la chaîne humaine. Vous pouvez franchement les applaudir, ils la méritent largement. Merci à eux. Alors pour créer tous ces liens humains, nous devons aussi organiser différemment notre territoire. Aujourd'hui, beaucoup de centres-villes et de villages se vident. L'habitat, vous connaissez ça dans vos communes, il s'étale le long des grandes routes. Toute une série de centres commerciaux sont construits en périphérie. Alors, le résultat de tout cela, c'est quoi? C'est d'une part un coût pour les pouvoirs publics important pour équiper les voiries, les logements sur des distances qui sont toujours plus longues, donc ces coûts explosent. Mais surtout, à mes yeux, ça entraîne de la solitude. Cela entraîne aussi des habitants qui ne se connaissent plus, qui ne se parlent plus, qui ne se voient plus. Ça augmente les conflits entre les uns et les autres. Alors, des villages entiers, ou des quartiers entiers sont devenus parfois de simples dortoirs. Et là, de vivre ensemble, on ne parle plus, ou en tout cas beaucoup trop peu. Alors, pour renforcer les liens, nous devons utiliser autrement les espaces vides au sein des villages et de nos villes. Offrons aux communes la souplesse nécessaire, communes rurales, mais pas exclusivement,
la souplesse nécessaire pour leur offrir la possibilité d'aménager, de remembrer leur territoire pour revitaliser des centres de village, des quartiers, des hameaux, et de le faire, s'il vous plaît, dans le dialogue de qualité avec l'ensemble des habitants. Il y a moyen, grâce à ces espaces, d'offrir effectivement la possibilité à des jeunes de s'installer, non seulement, mais aussi à des jeunes, des indépendants, des commerçants, de pouvoir retrouver de l'activité et de créer tous ces liens entre les hommes et les femmes, simplement en ouvrant un peu de territoire, simplement en ayant cette souplesse nécessaire et en le faisant dans un bon contact avec l'ensemble des propriétaires, avec l'ensemble de celles et ceux qui veulent investir. Le développement humain, c'est aussi évidemment un horizon international. Notre parti, le CDH, porte dans ses gènes, au plus profond de lui-même, cette conviction puissante que l'Europe est notre plus bel horizon politique. Alors nous voulons une Europe de la créativité, de l'innovation, du talent. Notre Europe, elle rassemble en un projet partagé la fraternité et l'esprit d'entreprendre. Elle refuse aussi la tentation des extrêmes et des replis sur soi. C'est une Europe proche, humaine, une Europe aussi qui pèse sur la scène internationale. L'Europe, chers amis, doit cesser de courir derrière les nouveaux géants. Elle doit avoir la force de défendre des valeurs qui l'ont construite et poursuivre ce combat jusqu'au bout. Cette nouvelle Europe, elle a besoin d'élan sur le plan social et sur le plan environnemental, par exemple. Oui, nous devons imposer une correction sur le prix des biens importés qui ont été produits au détriment du développement humain. C'est défendre ce modèle européen. C'est d'une part défendre ce modèle européen, mais c'est aussi, et on le dit trop peu souvent, inciter le restant du monde à converger vers nos exigences en matière de respect de l'homme et de respect de la nature. C'est tout simplement tirer toute l'humanité vers le haut. C'est respecter chaque être humain, chaque citoyen du monde. C'est ça l'Europe qui donne le ton, qui donne l'horizon, qui permet aussi à chaque homme et à chaque femme de pouvoir évoluer dans un contexte d'épanouissement personnel et de projet collectif. Mesdames, Messieurs, chers amis, certaines forces conservatrices freinent les évolutions de la société. Nous ne devons pas avoir peur, même si elles sont puissantes. Elles dessinent d'ailleurs pour moi un nouveau clivage qui n'oppose plus la droite et la gauche, mais qui distingue finalement ceux qui choisissent l'avenir de ceux qui gèrent simplement un héritage. Alors, si j'entends les uns, et ils le disent avec certaines forces chaque jour, le responsable de la crise, ce serait la droite. Si j'entends les autres, ce serait la gauche. Vous savez quoi? Ils ont tous les deux raison. C'est la gauche et la droite. Souvenez-vous, mesdames, messieurs, de ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient exclusivement ensemble, début des années 2000. Des taux de croissance importants, des paquets de milliards sur la table à se distribuer, des conclaves budgétaires qui duraient. Et en même temps, à cette époque, aucune réforme des pensions, aucune réforme de la justice, aucune réforme sérieuse au niveau de la sécurité comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà ce que la gauche et la droite ont fait ensemble à cette époque, sans vision, sans perspective, et en laissant finalement ces fameux fruits de la croissance dans la réalité de petites mesures qui n'ont pas apporté une plus-value à l'ensemble de la population dans une vision plus globale et plus prospective de la société. Nous devons rejeter ces conservatismes de droite comme de gauche. Le conservatisme de ceux qui finalement défendent les privilèges économiques les plus favorisés,
et veulent faire payer le coût de la crise aux plus fragilisés. Eh bien c'est non. Le conservatisme de ceux qui s'accrochent à un modèle social qui patine et qui stigmatise ceux qui créent de l'activité économique, c'est non également. Mesdames, Messieurs, vouloir faire porter par les autres le poids des réformes ne suffit pas à faire un projet politique. Opposer les employeurs aux travailleurs, les jeunes aux aînés, les enseignants aux parents, les ouvriers aux patrons, ce n'est pas un projet de société. Le développement humain, il est fondé sur la participation, sur la collaboration de tous. Personnes et associations, jeunes et aînés, chercheurs et entrepreneurs, indépendants, ouvriers et employés, artisans et artistes, agriculteurs et consommateurs, professionnels des soins de santé, fonctionnaires, magistrats, enseignants, éducateurs, personnel de services de sécurité. C'est comme cela, et ensemble, que nous construirons un avenir humain. Voilà pourquoi, dans les prochaines semaines, nous lancerons une opération baptisée IDH, pour faire émerger des idées nouvelles, pour semer aussi le développement humain. Alors, IDH, c'est l'indice de développement humain des Nations Unies, conçu comme une alternative au PIB. Alors, en donnant ce nom à notre opération, nous donnons un signal fort. Pour changer notre modèle de développement, nous devons aussi, c'est une évidence, changer la manière dont nous le mesurons. Alors, cette opération, c'est un moment formidable de débat ouvert à tous. Elle permettra à chacun d'entre vous, à tous les militants, mais également à tous les citoyens, de se réapproprier le débat politique et de fixer aussi des perspectives. Avec un but important pour notre formation politique, celui d'identifier d'ici la fin de l'année toutes les propositions innovantes. Toutes ces propositions seront au cœur de nos programmes pour les élections régionales, fédérales et européennes de l'année prochaine. Et nous irons donc chercher ces idées sur le terrain, au cœur des réalités, avec tous ces débats qui seront lancés un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. L'opération IDH, elle sera organisée autour des thèmes clés de notre projet. Alors, je vais vous donner un exemple pour l'illustrer, mais qui est un exemple très important, un enjeu de société fondamental, celui de l'allongement de la vie. Reconnaissons-le, aujourd'hui on parle surtout des conséquences de l'allongement de la vie pour les finances publiques. Pourtant, le coût des pensions et des soins de santé n'est que la partie visible de l'iceberg. L'allongement de la vie, pour moi, pour nous, c'est un enjeu qui va surtout toucher les familles dans leur quotidien. C'est une chance, bien sûr, de pouvoir vivre plus longtemps. Beaucoup, malheureusement, d'entre nous deviendront un jour dépendants. D'autres vont devoir s'occuper de leurs parents, tout en élevant leurs enfants et en travaillant à temps plein. L'exigence du développement humain, c'est d'apporter des solutions pour soutenir les familles au quotidien, pour développer les services aux personnes, pour soutenir aussi, de façon forte, tous les métiers du cœur dans notre beau pays. Le champ d'action qui est devant nous, il est bien sûr très large. Nous allons travailler aussi sur toute une série d'autres thèmes importants, la mobilité, la maîtrise du temps, les rythmes de vie, les réseaux d'énergie et de communication, sur les gisements d'emploi, et aussi sur les nouvelles activités économiques, et enfin sur la protection de la nature. Mais je ne veux pas enfermer le débat. Vous avez eu ce matin, et merci franchement du fond du cœur à eux deux, à eux trois, à Jean, à Antoine, à Catherine, et à tous ceux qui ont collaboré, la présentation des 5 leviers. Ce que je vous propose au travers d'IDH, c'est l'ouverture. Et donc, si vous avez des thèmes qui vous tiennent à cœur, des sujets, si vous vous lancez un débat dans votre commune, dans votre région, dans votre province, n'hésitez pas à le faire. Si d'autres citoyens veulent le faire, en partant effectivement de cette affirmation, de cette volonté de pouvoir développer le développement humain au travers de ces différents débats, ils sont évidemment les bienvenus. Il faut pouvoir faire vivre au travers de ces différents thèmes l'ensemble de notre futur programme, avec chaque fois ce supplément pour moi de saveur, d'humanité, qui nous pousse à voir au-delà, et bien au-delà, des seuls enjeux matériels.
nous imprimerons la marque orange, la marque de l'humanisme. Dès demain, je serai avec vous sur tous les terrains. Alors loin sûrement du concert médiatique, des petits coups politiques qui font l'actu, mais au cœur même des réalités. Ensemble, avec vous tous, nous irons à la rencontre de ceux qui partagent notre volonté d'agir pour pouvoir enrichir notre projet de toutes leurs idées et de leurs bonnes propositions. Alors, pour réussir cela, et je le dis avec énormément de fierté et d'émotion, en voyant votre magnifique mobilisation de ce jour, nous ne manquons pas de ressources. Merci, et du fond du cœur, pour votre force de travail et d'engagement. Vous étiez plus de 200 délégués de vos arrondissements au pré-congrès à Namur. Et aujourd'hui, vous êtes 1300, je ne sais plus combien, 1386, ici dans cette salle. Mais notre ancrage local, l'engagement de nos mandataires, il nous donne deux magnifiques leviers d'action. C'est vous qui allez apporter ce changement. Merci aussi au centre d'études, au CEPES, qui nous a formidablement aidé à préparer ce congrès, et à l'ensemble des services du parti qui seront plus que jamais à vos côtés dans les prochains mois. Merci à son président, Jean Hermès, merci à l'ensemble des collaborateurs du parti. Vous pouvez franchement les soutenir largement et les remercier par vos applaudissements, parce que nous devons continuer à se déployer, à être à vos côtés, à vous aider, à vous soutenir, pour faire semer cette volonté, cet humanisme qui est le nôtre partout à Wallonie et à Bruxelles. Il le mérite. Mesdames, Messieurs, il y a surtout vous et tous ceux qui nous ont rejoints, qui vont nous rejoindre aussi, pour partager notre projet humaniste, pour porter effectivement cette volonté de voir plus loin, de s'offrir des perspectives, de tracer un chemin et de ne pas répondre chaque jour à la réalité du moment. Prendre le temps de la réflexion, le temps des propositions et puis le temps de l'action politique. Je ne vous ai pas invité ce matin pour scruter tous ensemble l'avenir dans une espèce de boule de cristal, sûrement pas. J'aime beaucoup les majorettes, mais je ne vous inviterai pas non plus le 1er mai pour un défilé de majorettes suivi d'un barbecue. Non. Je ne vous inviterai pas non plus à crier haro sur les patrons en entonnant des chants de lutte hérités d'un autre temps. Donc, je laisse ça à l'autre. Ce que je veux faire avec vous, c'est agir. Concentrer notre effort et notre programme d'action sur l'essentiel. L'homme et la femme, son envie de créer, son besoin de nouer des liens, sa soif d'absolu. Le CDH, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, agit sur les leviers qui développent l'être humain et renforcent l'humanité. L'éducation, pour révéler les talents, la fiscalité juste, qui crée la confiance pour entreprendre, et surtout, le goût de l'autre, pour vivre ensemble. Alors je vous en parle avec gravité en pensant aussi à chacune de ces personnes, ou de ces familles, qui connaissent aujourd'hui des situations difficiles, douloureuses, inhumaines. La perte d'un emploi, la faillite d'une entreprise, l'échec d'un projet professionnel, la précarité, tout le mal-être qui en résulte, les conséquences sur la santé, sur la vie privée, sur son quotidien. Tout cela, évidemment, nous touche particulièrement. Voilà pourquoi aussi, ensemble, nous devons refuser cette fatalité. Il n'y a qu'un avenir, mesdames, messieurs. C'est celui que nous construirons. Alors je ne vous propose pas une aventure inconsidérée. Je ne vous propose pas non plus, et surtout pas, une espèce de statu quo, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en attendant que la machine reparte un peu comme avant, et qu'on recommence pendant mal an à vivre comme on a vécu jusqu'à présent. En septembre 2011, je vous ai invité
à oser un projet radicalement humain. J'ai voulu aussi que ce projet il vienne de vous. C'est mon intime conviction. C'est mon intime conviction. Le CDH, il est moteur de changement. Et ce changement, il peut être porté par chacun d'entre vous. C'est notre raison de faire de la politique. C'est aussi notre engagement militant. C'est tout simplement notre engagement de citoyens, d'hommes et de femmes, en lien avec les autres. Alors je compte sur vous. Je compte sur vous, et nous avons besoin de vous pour oser, pour sortir des sentiers battus. Est-ce que ce sera facile? Non, ça ne va pas être facile. Est-ce que ça va être confortable? Non plus. Mais cette espérance, nous la construisons sur un engagement. Oui, nous n'avons qu'une responsabilité, celle de nous retrousser les manches, de travailler ensemble, de tracer ensemble un nouveau chemin, d'ouvrir une nouvelle voie. Nous devons faire du développement humain notre référence absolue dans l'action politique et dans notre propre vie, comme citoyen, comme militant, comme mandataire, comme parlementaire et comme ministre. J'en profite évidemment pour les remercier, et chaleureusement, tous. Nos ministres, ils sont formidables, les parlementaires, l'ensemble des mandataires. Avoir cette envie d'avoir cette référence absolue, c'est aussi, tous ensemble, membres, militants, citoyens, et nos électeurs, de pouvoir porter ce message de valeurs qui fondent l'homme, qui peut créer les conditions à son épanouissement personnel et à un projet collectif. Ne soyons pas de ceux qui retiennent leur respiration en attendant que ça passe. Soyons, et nous devons l'être chaque jour, des créateurs de changement. Soyons tous ensemble le changement. Et à vrai dire, je vais vous dire une chose, je trouve cela passionnant, stimulant, exaltant, parce que ça permet de faire face à la situation en faisant appel à notre créativité, en faisant appel aussi aux liens qu'on a avec les autres, à cette volonté d'agir ensemble, à cette volonté de respecter les uns et les autres, à cette volonté de soutenir celles et ceux qui entreprennent, qui vont de l'avant, qui créent d'activités, qui apportent aussi du bonheur au monde associatif. Ça, c'est passionnant d'imaginer un monde différent, plus humain, plus proche de la réalité de toutes ces personnes qui portent des projets petits ou grands et qui tracent le sillon de notre avenir. Nous encouragerons toutes ces idées qui essaiment, qui créent, qui font grandir des poches de bonheur. Alors c'est vrai, au point levé, je préfère la main ouverte. Ton numéro, et puis indique le cap. Agir, c'est d'abord convaincre et rassembler. C'est d'abord convaincre et rassembler. C'est indiquer la direction. Merci. Vous êtes venus très très nombreux, de Wallonie, de la communauté germanophone, de Bruxelles et de sa périphérie. Vous êtes venus ce matin donner un message fort à l'inquiétude, à l'angoisse de l'avenir. Vous êtes venus opposer la foi en l'homme, la détermination et l'audace, la créativité et la confiance. Vous avez raison. Vous avez raison. L'histoire, chers amis, avant de pouvoir la lire dans les livres, il faut l'écrire. Alors, et tous ensemble, écrivons-la. Merci.